Bonjour, cette vidéo aborde tout ce qui concerne la réglementation, les lois sur le télétravail. Alors peut-être que c'est récent chez vous ou dans votre entreprise le télétravail, mais il a quand même une cinquantaine d'années. Les premiers termes qui apparaissent dans la presse professionnelle sur le télétravail, c'est aux États-Unis, Telework en 1972. Donc c'est pas tout récent, mais c'est récent en France, puisqu'on est quand même un peu à la traîne au niveau national, secteur privé-public, alors public pire que le secteur privé. Et puis on est aussi à la traîne par rapport aux pays d'Europe du Nord, tels que Suède, Norvège, qui ont un recul de 15-20 ans. Alors, nous avons quoi? Nous avons un accord interprofessionnel de 2005 sur le télétravail. Nous avons plusieurs lois. Nous avons une loi du 29 février 2012. Nous avons des décrets d'application pour le secteur privé et public. Nous avons dans le Code du travail des éléments. Donc tout ça, je vous le mets en pièce jointe. Là, vous allez pouvoir le regarder maintenant. Et qu'est-ce qu'on peut regarder, qu'est-ce qu'on peut noter sur le télétravail? Alors, d'une part, même s'il y a une loi, même s'il y a des décrets d'application, même si le Code du travail a sorti des articles pour en définir les missions, donc j'ai la loi Khomri, j'ai la loi du travail, j'ai le Code du travail, qui me donne des éléments, notamment sur le droit à la déconnexion, mais vous avez une vidéo spécifique par rapport au droit à la déconnexion qui fait un élément important sur mes lois, la législation du télétravail. J'ai bien sûr de la jurisprudence, j'ai bien sûr des cours de cassation sur les problématiques liées au télétravail. Donc tout ça nourrit l'aspect juridique du télétravail. Qu'est-ce qu'il faut retenir pour vous à votre niveau, puisque vous n'êtes pas juriste, et que ce n'est pas l'intérêt d'avoir le détail de tous ces éléments, mais plutôt les grandes lignes. Avant tout, votre employeur, dans sa branche professionnelle ou dans son dialogue social avec les partenaires sociaux, doit définir des modalités d'application. La loi n'est pas suffisamment précise, vous devez définir ce que va devenir le télétravail dans votre entreprise. Alors ça peut être son rythme, le nombre de jours, s'il y a des jours interdits ou pas, les plages horaires de joignabilité, les horaires de télétravail, le droit à la connexion ou la déconnexion et l'accès au serveur, les conditions de travail, les modalités d'accord pour être télétravailleur, les postes télétravaillables, la liste des postes télétravaillables dans l'entreprise, les missions qui sont télétravaillables et celles qui ne seraient pas autorisées au télétravail, les relations clients télétravaillables et là où ce n'est pas autorisé, la préservation du droit du secret professionnel, les conditions d'usage des outils professionnels à domicile. Donc vous voyez, il y a plein d'éléments à définir dans votre charte informatique, dans votre règlement intérieur, dans une charte du télétravail, dans vos comités techniques, dans votre comité d'hygiène, santé et sécurité au travail. Bref, vous avez des institutions, vous avez un dialogue social, vous avez des outils qui ont défini les règles d'application du télétravail dans votre structure, dans votre organisation, qu'elle soit une entreprise, une usine ou une association. Alors, un élément important, le télétravail est une négociation entre le salarié et l'employeur. Il se base sur le volontariat. Alors, comment a-t-on pu m'imposer du télétravail en pandémie? Ça demande un échange, une discussion, une proposition. Mais si les conditions chez moi ne sont pas réunies, que j'ai tout simplement pas de connexion Internet parce que j'habite dans un tout petit village qui ne serait pas connecté, je ne suis pas sûre que ça existe encore en France, mais peut-être au fin fond d'une haute montagne, dans les Alpes ou les Pyrénées. Mais fondamentalement, bon, je peux avoir des obstacles au télétravail parce que je n'ai pas accès à une connexion à débit suffisant qui me permet de faire des webconférences, d'être
en réunion avec une webcam depuis chez moi parce que la connexion n'est pas suffisante, tout simplement. Et qu'on ne m'a pas fourni de clé token ou de connexion, de clé 4G, 5G, qu'importe le matériel. Ensuite, peut-être que mon ordinateur n'est pas transférable à domicile, il est trop lourd, c'est des grands écrans qui valent très cher parce que je travaille au niveau de la communication avec, j'ai besoin de grands écrans, j'ai 2 grands écrans et moi un ordinateur portable chez moi suffira pas pour exercer mes missions correctement et en plus pour abîmer ma vue. Ça peut être une autre raison de refuser le télétravail. Je ne peux pas porter le matériel parce que je ne peux pas porter de charge lourde. Et si c'est le même matériel à la maison et au bureau et que je fais les trajets 3 fois par semaine parce que je suis que 2 jours en télétravail, avec ce même matériel, finalement, je m'abîme la santé. Bon, on verra. Dans d'autres vidéos, vous aurez aussi d'autres éléments. Il y a plein de raisons de pouvoir refuser de manière objective le télétravail. Donc tout ceci se négocie. Si j'ai un poste avec des missions télétravaillables et que je suis récemment embauchée, cela va être défini dans mon contrat de travail, cela va être prévu dès l'embauche, les conditions du télétravail, les missions télétravaillables, le nombre de jours possibles, la souplesse de l'organisation. Ça peut être un volume de jours sur une semaine ou sur un mois en fonction des nécessités, etc. Maintenant, si je suis employée depuis des années et qu'il y a une crise, que soudain mon employeur met en place le télétravail, je vais avoir un avenant à mon contrat de travail et là, je vais pouvoir définir aussi des nouvelles règles du jeu. Retenez qu'il y a un besoin de volontariat au télétravail, de réalité des conditions de sa mise en œuvre, donc des chartes qui sont définies avec du matériel, avec de l'organisation, avec de la communication, avec des moyens techniques, organisationnels, humains. C'est-à-dire j'ai aussi une hotline informatique qui me dépanne quand mon ordinateur ne démarre pas ou que je n'ai pas accès au logiciel. Donc tout cela se construit et c'est pour ça qu'on ne parle plus de télétravail sauvage. Puisque derrière, il y a quand même une réflexion importante, massive, négocier, dialoguer avec les représentants du personnel et avec moi-même, entre la RH et moi, le service informatique et moi, et puis ma hiérarchie, bien sûr. Puisqu'il y a une multitude de pratiques au regard des préjugés sur le télétravail, de l'évolution de conscience de l'entreprise et puis des besoins réels, de l'évolution des pratiques autour de moi, de la concurrence, des prestataires de services, etc. Donc il y a des conditions d'éligibilité à vérifier sur votre poste et dans votre avenant au contrat de travail. L'autre aspect, outre le fait qu'il y ait volontariat et réalisation possible sous conditions, c'est la réversibilité du télétravail. Le télétravail peut ne pas me convenir. J'étais super volontaire, j'avais vraiment envie d'essayer, je trouvais ça pertinent de le mettre en place en période de pandémie parce que j'ai une conscience professionnelle, je voulais que les dossiers avancent. Et puis on m'a demandé de travailler et je me suis adaptée, je suis souple, bravo, félicitations. Mais au final, au bout d'un mois, au bout de 2 mois, au bout de 3 mois, au bout d'X semaines, je me rends compte que ce n'est pas pour moi, ça ne me convient pas. Je vois bien que je suis plus dans un besoin de relation, de contact humain, je suis kinesthésique et chez moi je me sens isolée, où je vois bien que ma connexion elle est moins bonne en débit qu'au bureau et que ça m'énerve parce que je perds du temps à attendre les téléchargements, que les réunions sont pas satisfaisantes, ça coupe un mot sur 3 avec mon problème de connexion, bref, c'est pas satisfaisant et je commence à m'abîmer. Donc, je peux décider moi-même en tant que télétravailleur d'annuler mon télétravail et de revenir à temps plein au bureau. Ou je peux décider, en tant que hiérarchie de télétravailleurs, de demander à mes télétravailleurs d'arrêter parce que j'ai constaté une baisse de la qualité du travail, une baisse de la qualité des relations, une baisse de motivation.
Alors, cette décision de réversibilité, elle est unilatérale, mais ça ne veut pas dire qu'elle est coupée de toute explication, communication avec la hiérarchie, avec le concerné, avec l'équipe et avec la fonction RH pour donner du sens et puis progresser, puisque le taux de réversibilité, s'il est important dans l'entreprise, va questionner quelle est la politique RH associée derrière qui justifie que finalement on n'arrive pas à mettre en place et à déployer le télétravail alors que c'est un événement mondial. Donc ça amène à faire des évolutions pratiques et culture intérieure de l'entreprise. Que puis-je vous dire d'autre? Votre entreprise doit aussi vous informer des conditions d'usage, des restrictions d'usage de l'équipement. Pour vous préciser aussi les sanctions éventuelles si vous ne respectiez pas ces restrictions d'usage. C'est-à-dire qu'elle vous fournit un ordinateur portable, par exemple, si c'est un ordinateur différent de votre station informatique à votre bureau. Vous avez donc deux équipements, un en télétravail et un sur place à votre bureau. Des fois c'est possible, des fois c'est pas possible. Des fois, le plus simple et le plus économique, c'est un seul ordinateur qui fait les trajets avec vous au travail ou à domicile. Mais si vous en avez deux, ou même si vous avez cet ordinateur portable, on peut vous demander de ne pas y installer des photos personnelles, des vidéos personnelles, des fichiers personnels et de ne pas aller surfer sur des sites internet spécifiques. Vous pouvez avoir une liste de sites interdits ou blacklistés par votre employeur sur cet ordinateur-là, puisqu'on attend de vous que vous ayez un ordinateur personnel chez vous pour faire vos affaires personnelles et aller surfer là où vous voulez avec vos propres risques. Donc ça, c'est des données de protection informatique pour éviter les virus, le piratage. Et donc, le service informatique pourrait détecter les sites que vous êtes allé voir sur votre ordinateur professionnel si le paramétrage était bien organisé. Voilà, donc il faut aussi avoir connaissance des sanctions éventuelles, des risques encourus si vous ne respectiez pas ces prérogatives et ces restrictions. Faut-il encore qu'elles soient écrites, définies, validées en dialogue social et explicitées à tous pour pouvoir les appliquer. Il n'y a pas de différence dans vos droits, que vous soyez télétravailleur ou salarié en présence dans les bureaux, dans les usines, sur site. Il n'y a aucune discrimination qui doit être remarquée et notée entre un télétravailleur et un salarié lambda sur site. Donc soyez vigilants à ça. Si vous repérez des pratiques discriminatoires parce que vous êtes télétravailleur, n'hésitez pas à faire remonter l'information, à alerter votre hiérarchie, à alerter les collègues, à alerter le dialogue social, les partenaires sociaux, les représentants du personnel, la fonction RH, pour remettre en place une équité et soutenir le déploiement du télétravail et non pas aller en sens inverse. Puisqu'il ne s'agit pas de développer de la discrimination, il s'agit de s'adapter à des nouvelles organisations du travail flexibles dans un monde en grande évolution tout en préservant votre bien-être et votre santé et votre psychisme. Donc bien sûr, si vous repérez des pratiques discriminatoires, vous êtes un lanceur d'alerte, bienveillant, non pas pour pointer du doigt l'autre qui serait discriminatoire, mais pour aider chacun à évoluer dans ses pratiques, à conscientiser et à se questionner tout simplement. Il ne s'agit pas de faire de la délation, de la dénonciation, il s'agit collectivement de progresser vers de nouvelles organisations du travail. Voilà dans l'immédiat ce que je peux vous dire. À bientôt!